À quoi va servir exactement les deals du siècle de près de 500 milliards de dollars américains étalés sur 15 ans, signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier et sécuritaire? Tentative de réponse dans cette édition de votre magazine. La question de l'intégration de la taxe de promotion de l'industrie dans le compte unique du Trésor ainsi que l'évaluation de plusieurs projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie était le but ultime d'une visite officielle que vient d'effectuer la présidente du conseil d'administration du FPI, Vicky Katumwa, dans l'espace Katanga. 530 cadres et agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP viennent d'être renforcés en capacité à l'École nationale des finances, ENEF, en vue de doter le pays d'un système financier performant, réformé et adapté aux enjeux de son développement socio-économique. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Fresca Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est toujours avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve à travers ces nouveaux numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Organisée par le ministère du Budget, la cérémonie des clôtures des travaux des conférences budgétaires est intervenue le mardi 12 août 2025 au centre financier de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Des assises appuyées par la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore en sigle sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Didi Mavambo Nombolo Pepe, Armen Goma, Moussakanda pour le reportage. Durant 10 jours, les experts du ministère du Budget et des ministères sectoriels ainsi que les organisations de la société civile ont participé aux travaux des conférences budgétaires exercice 2026. C'est à l'amphithéâtre du centre financier de Kinshasa que le ministre d'État en charge du budget sortant, Aimé Boji Sangara Bamanirwe, a présidé la cérémonie de clôture de ces assises en présence du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana et du secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, Godefroy Misenga. Pour Aimé Boji, cette étape franchie est une démonstration du renforcement de la transparence, de la redevabilité et de l'inclusivité dans le processus budgétaire en vue de l'amélioration de la formulation des politiques budgétaires. Les administrations financières et les services d'assiette invités à améliorer leurs prévisions de recettes au cours des discussions en conférence sont tenus de transmettre activement les prévisions améliorées à la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Pour les services qui ont dépassé les plafonds, les arbitrages à opérer devront tenir compte des priorités de la lettre d'orientation budgétaire qui met un accent particulier sur les secteurs sociaux, les projets structurants d'infrastructures et la reconstruction des territoires de l'Est du pays affectés par la guerre. Nous voudrions ici exprimer nos sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre participation active, vos contributions de haute facture et votre sens élevé de responsabilité tout au long de ces travaux, dont j'ai personnellement palpé la pertinence et la richesse des discussions lors de la ronde que j'ai eu à effectuer avec Monsieur le vice-ministre du Budget. Les statistiques de participation à ces conférences témoignent d'un niveau d'appropriation remarquable. À en croire le rapport du secrétariat technique me transmis, la quasi-totalité des unités budgétaires invitées ont pris part à ces travaux. Les résultats provisoires renseignent un niveau de recettes courantes de 30 538 milliards de francs congolais, dégageant un gap de 14% par rapport au plancher du cadre budgétaire à moyen terme 2026
2028 adopté en Conseil des ministres. La Direction générale de politique et programmation budgétaire est chargée d'accélérer le bouclage des prévisions budgétaires afin de faciliter l'arbitrage au niveau politique et permettre le dépôt du projet de loi de finances 2026 dans le délai constitutionnel au bureau de l'Assemblée nationale comme il est déjà de coutume. Aimé Boji Sangara Bamanirwe a surtout remercié la Banque mondiale à travers le projet encore pour son soutien logistique, technique et financier à l'organisation de ces conférences budgétaires. Nous voudrions réitérer nos remerciements à la Banque mondiale via le projet Encore pour son appui financier à ces travaux, ainsi que tous les acteurs ayant concouru à leur réussite. Il me soit ici permis de remercier de manière particulière le directeur des opérations de la Banque mondiale résident, M. Albert Zefac, et toute son équipe pour leur soutien et accompagnement tout au long de mon passage au ministère du Budget. Les conférences budgétaires de l'exercice 2026 étant arrivées à leur terme, le travail se poursuivra au niveau des services techniques du ministère du Budget. Doudou Fwamba Likunde Libotaï, ministre des Finances, a procédé le jeudi 14 août 2025 à la clôture de la session des formations destinées aux comptables publics de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP. Ce renforcement des capacités des cadres et agents de cette structure sous tutelle du ministère des Finances avait pour but de doter le pays d'un système financier performant, réformé et adapté aux enjeux de son développement socio-économique. Organisé conjointement par la DGTCP et l'École nationale des finances ENEF du vendredi 8 au mercredi 13 août dernier, cette session des formations a réuni 530 participants, dont 38% des femmes, et a été architecturée en 4 modules portant notamment sur les fondamentaux de la comptabilité, l'introduction à la comptabilité publique, l'introduction aux procédures des marchés publics et le contrôle des finances publiques et responsabilité du comptable public. Le ministre des Finances a par ailleurs salué la participation massive des comptables à ces assises, témoignant de leur adhésion dans la réforme du système financier du pays. Il a appelé les bénéficiaires à être des vecteurs du changement, à telle enseigne que chaque dépense publique puisse être exécutée conformément aux lois en vigueur. De leur côté, les bénéficiaires, par la voix du coordonnateur national des comptables publics, ont rassuré de leur engagement à mettre en pratique les acquis de cette session de formation pour contribuer au développement du pays tributaire d'une gestion saine des finances publiques. Les deals tant attendus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans les secteurs miniers et sécuritaires fait couler beaucoup d'encre et des salives à travers le monde. À en croire des sources proches du dossier, ces deals pèseraient 500 milliards de dollars américains étalés sur 15 ans. C'est plus qu'un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Cependant, la question que tout le monde se pose est de savoir à quoi va servir exactement cette bagatelle en République démocratique du Congo. Tentative de réponse dans cette analyse stratégique de Jérôme Sekana Pénépapa, coordonnateur national de l'ASBEL Toile d'Araignée. Le deal RDC États-Unis d'Amérique porte sur l'exploitation des gisements miniers, les minerais stratégiques, les 3T comme on appelle aujourd'hui à travers le monde.
Et tout de suite, je peux vous dire que ceux qui considèrent ces deals comme étant le deal du siècle ont parfaitement raison dans la mesure où, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, jamais nous n'avons conclu un tel contrat. Ces deals portent ou pèsent 500 milliards de dollars américains étalés sur 15 ans. Donc vous comprenez tout de suite que c'est plus que le plan Marshall. Le plan Marshall est étalé sur 5 ans. Donc cela prouve à suffisance la détermination des Américains à pouvoir récupérer un peu le temps perdu, par eux bien sûr, dans les domaines de l'exploitation des gisements miniers, notamment des minerais stratégiques. Souvenez-vous, dans notre pays, Freeport-McMoRan, qui est une entreprise américaine installée à Morenci, en Arizona, était propriétaire des Tenkefunguru Mining, les gisements miniers le plus important qui se trouvent dans le Lualaba. Mais les Américains avaient vendu ça aux Chinois et tout de suite après ils ont compris qu'ils avaient commis une très grosse erreur parce qu'on ne peut pas être grande puissance mondiale si on n'a pas la maîtrise des matières premières qui permettent notamment de pouvoir s'imposer comme grande puissance. Et comme les Chinois, aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde et le gros des non-minéraux partent en Chine, eh bien, les Américains devraient se ressaisir. Faute de récupérer Tenkefunguru Mining par Freeport-McMoRan, eh bien, ils se sont décidés de s'organiser autrement, de s'accaparer des minéraux stratégiques qui se trouvent généralement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez le lithium en Manono, vous avez les colombo-tantalites et la cassitérite, le monazite et les autres qui se trouvent dans les deux grands Kivu, dans les deux Kivu, c'est-à-dire les trois Kivu d'ailleurs, dans le Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. Alors, ils préfèrent se positionner pour eh bien, récupérer ces matières et consolider ainsi leur place de première puissance économique parce qu'ils ne peuvent pas se laisser écraser par la Chine. Donc, ce deal porte sur l'exploitation des gisements miniers, mais avec un volet sécuritaire. On ne peut pas exploiter les minéraux là où il y a la guerre. C'est pour cette raison que les Américains veulent d'abord qu'il y ait la paix et ils cherchent à consolider cette paix pour leur permettre d'exploiter calmement ces minéraux et en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire renforcer leur hégémonie à travers le monde. Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est une opportunité en or. Et là, il faut couvrir de fleurs notre diplomatie, et en particulier le président de la République, pour avoir pensé cela. Nous le disions depuis très longtemps, qu'il fallait convaincre ceux qui nous agressent. Derrière Kagame, il y a des multinationales qui ont besoin de ces minéraux et qui l'utilisent comme sous-traitant. Donc c'est un reseller qui prend nos minéraux, qui vole nos minéraux pour aller vendre chez les autres. Autant traiter avec ceux qui achètent ces minéraux. Or, ceux qui ont plus de poids, ceux qui ont les moyens ou bien les sociétés qui viennent chercher ces minéraux chez nous, ce sont pour la plupart des sociétés américaines ou des sociétés occidentales qui dépendent, entre guillemets, de l'Amérique. Alors, autant parler avec les États-Unis d'Amérique, leur expliquer que voilà, vous signez un deal avec nous, vous ne passerez plus par la fenêtre, vous passerez par la grande porte et vous aurez accès à tout ça. En ce moment-là, nous allons exploiter ensemble. Il n'y aura pas effusion des sangs qui est de continuer à prendre nos minéraux à travers un reseller et il y a tout un fleuve de sang qui a coulé depuis 30 ans et on ne peut pas continuer. Le président Trump s'affiche aujourd'hui comme étant un monsieur pacifique. D'autres personnes pensent même qu'on puisse lui attribuer au cours de ce mandat le prix Nobel de la paix. Alors il dit, bon écoutez, autant trouver des solutions durables pour une certaine exploitation paisible de ces minéraux stratégiques et les États-Unis vont tirer leur parti, la République démocratique du Congo va tirer aussi sa part, le Rwanda va comprendre qu'il ne peut plus jouer son jeu-là
de pouvoir se cacher derrière le doigt, derrière les FDLR, eh bien, s'il a besoin de quelque chose, il devra discuter avec nous, voir ce qu'on peut lui donner et non pas ce qu'il doit venir voler chez nous. Donc voilà un peu le deal tel qu'il est monté et je trouve que ça c'est très sage et ça va nous permettre de consolider la paix pour plusieurs décennies qui arrivent. Maintenant, les minerais qui seront exploités, comme on l'a dit, c'est 500 milliards de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et il faudra que nous puissions négocier, comme les Européens l'avaient fait à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et comme les Qatar a négocié avec les États-Unis, parce qu'il y avait un plan Marshall là-bas aussi, comme d'autres pays ont eu la chance de conclure ces deals, ces genres de deals avec les Américains. En faisant quoi exactement? D'abord en demandant qu'il y ait un pourcentage de dons là-dedans. Et ces dons-là, nous devons l'exploiter à bon escient. C'est-à-dire, par exemple, 10% de ces montants-là doit être affecté à la République démocratique du Congo comme un don. Bien sûr que les 500 milliards, c'est pour l'exploitation, il y a les infrastructures qui vont avec cette exploitation minière, mais il y a quand même, en termes de royalties, vous savez que les Américains sont des champions de la bonne gouvernance. Chez eux, ils disent après Dieu c'est l'impôt. Donc il y a quand même une part importante qui doit revenir à la République démocratique du Congo. Mais comment nous allons gérer ça? Le grand problème, et là j'ai dit que tout de suite nous sommes prêts parce que nous sommes déjà là-dedans et nous sommes engagés pour que nous puissions conclure ces deals malgré tous les pesanteurs qu'il y a autour de ces dossiers ces derniers temps. Un deuxième élément très important, nous ne sommes pas prêts. Pourquoi? Parce que nous avons un problème. Notre pays n'a pas un plan minier au vrai sens du terme. Nous avons quelques textes à gauche, à droite, mais nous devons connaître qu'est-ce que nous offrons aux Américains. Nous avons comme l'impression que nos voisins ont cherché à connaître ce que nous avons et connaissent mieux ce que nous avons que nous-mêmes. D'où la nécessité d'avoir un plan minier, une cartographie de ces gisements-là. Ça a quelle valeur? Est-ce qu'on a certifié ces minéraux? Ça représente quoi? On doit exploiter pendant combien de temps? Nous devons savoir. Et c'est très important. Et il y a des Congolais qui ont travaillé là-dessus. Il y a par exemple l'ingénieur Léonide Moupepele et son équipe qui ont déjà produit un plan minier. Je suis convaincu que ceux qui négocient avec les Américains ne l'ont jamais vu. Je suggère au président de la République, à la première ministre, d'approcher ces Congolais-là pour que nous puissions émettre tous sur la même longueur d'onde avec nos interlocuteurs américains. Lorsqu'ils disent que nous voulons exploiter tel minerai, nous devons leur dire que ces minéraux se trouvent à tel endroit. Voilà la teneur. Voilà ce qu'il faut faire. Nous devons mettre sur la table nos besoins à nous, notre politique minière sur la table, sur laquelle viendra mettre le moyen les Américains. Donc les Américains viendront mettre le moyen sur ce que nous nous proposons. Mais si nous n'en avons pas, les Américains vont faire quoi? Ils vont faire leur politique et peut-être cette politique ne va pas cadrer avec la nôtre. D'où la nécessité de nous préparer sérieusement pour que nous puissions avoir un plan minier congolais. Il est là, mais il faut que le gouvernement se mette autour d'une table avec les experts. Il y en a plein. Tout le monde ne va pas devenir président de la République, tout le monde ne va pas devenir Premier ministre, mais les compétences, il y en a dans tous les domaines. Et dans ces domaines-là, nous avons des compétences qui chôment, qui sont à la maison et qui ont déjà fait un travail que nous avons vu. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'approcher ces compatriotes-là le plus rapidement possible. C'est un travail qui peut être fait en 2 semaines, parce que le travail, moi je l'ai vu, il est déjà disponible. Et ainsi, nous allons parler avec les Américains, en se regardant droit dans les yeux, en connaissant qu'est-ce que nous faisons, parce que nous risquons de paraître vraiment ignorants de ce que nous avons comme potentiel vis-à-vis des Américains qui connaissent tout de nous et qui ont des satellites et qui risquent de nous dribbler aussi, même s'ils n'ont pas cette intention à première vue. Nous ne devons pas négocier avec les Américains comme nous avons négocié avec les Chinois. Il y a 2 grands projets sur lesquels nous devons investir en République démocratique du Congo. Lesquels? Nous avons un sérieux problème d'infrastructure dans notre pays. Il n'y a pas une certaine intégration économique. Nos 26 provinces ne sont pas interconnectées par les infrastructures de base, c'est-à-dire les voies de communication. Or, sans l'interconnexion économique, la production intérieure
est au rabais. Et c'est ça qui fait que nous sommes un pays à économie extravertie. Nous avons du potentiel à l'intérieur du territoire national, mais nous ne mettons pas en valeur ces potentiels-là. Et pour permettre cette interconnexion économique, c'est-à-dire l'intégration économique à l'intérieur du territoire national, il y a un grand projet qui somnole. Lequel? Et vous allez le voir, ce projet a des ramifications avec d'autres projets. Vous avez les gisements parce que nous sommes dans les domaines miniers, je reste dans les domaines miniers. Nous avons les gisements de fer qu'on trouve dans la Grande Orientale. C'est 20 milliards de tonnes métriques qu'on a là-bas. Et nous pouvons exploiter ces 20 milliards pendant 2 siècles. Vous et moi, nous ne serons plus là si on commençait à exploiter aujourd'hui. Pourquoi on doit s'intéresser à ces gisements-là? Parce que le fer, c'est le fer qui produit par alliage ce qu'on appelle l'acier. La révolution industrielle de l'Europe a réussi grâce à l'acier. Et même les États-Unis, on ne peut rien faire sans l'acier. Dans les immeubles, il y a les barres de fer, c'est de l'acier. Pour construire des chantiers navals, c'est l'acier. Pour construire les locomotives, c'est l'acier. Pour tous ces, même les avions. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il suffit de prendre cet argent-là, une bonne partie, nous avons déjà le gisement. Nous connaissons, les Chinois sont spécialistes dans ces domaines, ils sont parmi les premiers. Mais également, nous avons Rio Tinto, qui se trouve à New York, qui est spécialisé dans ces domaines-là. On peut créer une joint venture, la République démocratique du Congo, la Chine et Rio Tinto, pour commencer l'exploitation de ces gisements. Et pourquoi exploiter ces gisements? Parce que si nous construisons une grande industrie de transformation, une sidérurgie au niveau de Kisangani, dans la province orientale, bien sûr, la Grande Orientale, eh bien, nous pouvons construire un chantier naval à Kisangani. Nous pouvons construire un chantier naval au niveau de Mwanda. Nous pouvons construire un chantier naval à Kalemi. Nous pouvons construire un chantier naval même au niveau de la Kivu. Pourquoi pas? À partir de ce que nous exploitons là-bas. Deuxièmement, nous pouvons construire aussi, fabriquer des rails et des locomotives et livrer même des locomotives, des rails à travers et ainsi, avec ces gisements-là, petit à petit, en moins de 10 ans, si et seulement si nous sommes sérieux et nous investissons très bien, nous allons doter notre pays des infrastructures de base, c'est-à-dire des autoroutes, bien sûr, mais le chemin de fer qui doit partir de l'est vers l'ouest, du nord vers le sud. Donc voilà un peu la vision. Le président de la République qui est porteur de cette vision doit taper du poing sur la table. Il ne faut pas que nous allions dans ces négociations les mêmes mortes. Il ne faudra pas que ça soit un truc où les gens se plaisent d'aller rencontrer les Américains. Non, nous devons nous préparer en connaissance de cause. Nous devons avoir le background nécessaire pour parler avec les Américains. Nous devons connaître qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous proposons aux Américains. Est-ce que on ne va pas nous dribbler? Est-ce que l'investissement qui va venir va réellement profiter à la République démocratique du Congo et non aux individus comme ce fut le cas avec les Chinois? C'est ça les deals. Les deals entre la République démocratique du Congo et les Américains est la bienvenue. C'est un deal historique. Et on peut même les considérer comme les deals du siècle. Mais attention, monsieur le président de la République, ce n'est pas gagné sur papier. Nous devons nous préparer en connaissance de cause et tenir compte des observations que nous venons de faire et nous osons croire que nous allons tirer l'épingle du jeu et nous allons le développer. Le jeudi 14 août 2025 a marqué un tournant au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Une nouvelle figure a pris les rênes de ces portefeuilles cruciaux pour la République démocratique du Congo, qualifiée des pays solutions en raison des services qu'il rend à la planète. Eve Bazaïba Massoudi laisse un grand héritage à son successeur Marie Nyangué, celui de la diplomatie environnementale. La nouvelle patronne du ministère de l'Environnement a, quant à elle,
étalé à l'occasion de la remise et reprise les priorités qui sont les siennes pour maintenir les caps et pourquoi pas laisser davantage la RDC au plus haut sommet sur le plan environnemental. Signalons que parmi les chantiers récents laissés par la ministre Eve Bazaïba Massoudi figure le paiement des services environnementaux et le Tropical Forest Facility Forever. Le lundi 11 août 2025 a eu lieu la remise et reprise au Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé-Claude Ntumba Batukonke et Blaise Mastaki Biridois, respectivement directeur général et directeur général adjoint, remplacent Bertin Mudimu Tshisekedi et Djena Basiala. La cérémonie s'est déroulée au siège du FPI situé dans la commune de La Gombe en présence du ministre sortant de l'Industrie, Louis-Watomo Kabamba, et du secrétaire général à l'Industrie. Reportage. C'est ce lundi 11 août 2025 que la remise et reprise a eu lieu au Fonds de promotion de l'industrie. Hervé-Claude Ntumba Batukonke et Blaise Mastaki Birindois, respectivement directeur général et directeur général adjoint, remplacent Bertin Mudimu Tshisekedi et Djena Basiala. La cérémonie a été présidée au siège du FPI à Kinshasa par le ministre de l'Industrie Louis-Watomo Kabamba en présence du secrétaire général à l'Industrie et du personnel de cet établissement public. Après la lecture du procès verbal, le directeur général sortant, Bertin Mudimu, représenté par son adjoint Djena Basiala et Hervé-Claude Ntumba, ont échangé des signataires contenant plusieurs dossiers. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron du FPI a souligné la nécessité d'un changement de cap stratégique. Pour lui, le FPI ne sera pas seulement un instrument de financement. Il deviendra une institution de développement robuste, moderne, centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Hervé-Claude Ntumba compte sur l'intelligence collective, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble du personnel qu'il considère comme un atout majeur. L'heure est venue pour un changement de cap stratégique. Les fonds de promotion de l'industrie que nous voulons faire progresser ensemble ne sera pas simplement un instrument de financement, il deviendra une institution de développement robuste, moderne et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Nous allons sortir du statu quo pour inscrire résolument notre action dans une logique de résultats concrets, de redevabilité et d'efficacité économique. Cette nouvelle ère que nous amorçons aujourd'hui sera marquée par une gouvernance rigoureuse, une culture des résultats et une gestion basée sur des indicateurs de performance clairs, mesurables et suivis de manière continue. Hervé-Claude Ntumba veut engager le FPI dans une transformation économique profonde avec le financement des projets industriels stratégiques, créateurs d'emplois et porteurs des croissances inclusives et durables. Parmi ses priorités, le recouvrement de toutes les créances, la digitalisation des processus opérationnels, la rigueur, la transparence dans l'octroi des financements, la bonne mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie et l'élargissement de l'assiette fiscale. De son côté, Djena Basiala a appelé la nouvelle équipe à garder haut le niveau d'intégrité, de rigueur et de respect de texte, tout en remerciant le conseil d'administration et le personnel pour leur soutien durant son mandat. La DGA sortante a aussi recommandé au nouveau staff la justesse et la conformité des décisions à prendre. Avec cette feuille de route ambitieuse et l'appui du gouvernement, le nouveau directeur général entend inscrire le FPI sur une trajectoire de performance, d'efficacité et de transformation durable du tissu industriel du pays. Hervé-Claude Batukonke et Djena Basiala ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, et remercié le gouvernement pour la confiance placée en eux. Le nouveau manager a déclaré avoir accepté cette lourde responsabilité avec beaucoup d'humilité, tout en insistant sur un travail rigoureux axé sur le résultat.
En vue d'évaluer les différents projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans l'espace Grand Katanga, la présidente du conseil d'administration, Vicky Katumwa Mukalai, a effectué il y a quelques jours une mission de service dans cette partie du pays. Elle était à la tête d'une forte délégation constituée de quelques directeurs et analystes. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Vicky Katumwa Mukalai, présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, séjourne dans l'espace Katanga depuis ce mardi 12 août 2025. Objet de sa mission, évaluer tous les projets financés par le FPI. À la tête d'une délégation constituée de quelques directeurs et analystes, la PCA a présidé une réunion de service au siège de la direction provinciale du FPI à Lubumbashi. Elle a expliqué aux agents et cadres du Haut-Katanga les termes des références et les buts de sa visite. Il s'en est suivi un échange convivial au cours duquel quelques préoccupations relatives à la bonne marche du FPI ont été passées en revue. Parmi les questions abordées lors de l'entretien entre la PCA et le personnel, il y a celle liée à l'intégration de la taxe de promotion de l'industrie dans le compte unique du Trésor selon une proposition du gouvernement de la République. Cette question menace l'avenir du FPI qui risque d'être vidé de sa substance. La PCA s'est montrée très attentive à ces sujets. En dehors de sa casquette de PCA du FPI, Vicky Katumwa est aussi parlementaire depuis plus de 20 ans. C'est à ce double titre qu'elle a promis aux agents son implication en vue d'une issue heureuse en faveur de l'entreprise. Un sentiment de fierté et de satisfaction pour le financement du projet MES. C'est ce mercredi à Lubumbashi que Madame la PCA a effectué une descente dans les installations du groupe Mining Engineering Service, MES, qui a bénéficié d'un important financement du FPI. Il faut noter que cet investissement compte plusieurs activités industrielles, dont la fabrication des câbles électriques, des câbles Internet à travers sa filiale Congo Câble, des tôles, des tuyaux en plastique, des barres de fer et autres matériaux de construction de qualité. La délégation du FPI a ensuite visité et évalué Rainbow, une autre filiale de MES spécialisée dans la production du savon, des détergents et autres produits sanitaires. Les matériaux que la République démocratique du Congo importait de l'étranger hier sont aujourd'hui sollicités par certains pays limitrophes. MES, un investissement rassurant. À l'issue de la ronde de MES, Vicky Katumwa Mukalai a exprimé sa satisfaction en ces termes. Le FPI est fier d'avoir financé ce projet. Ce groupe crée des chaînes de valeur, donne des emplois aux Congolais et contribue aujourd'hui à la viabilité économique de la région. C'est un sentiment de satisfaction. Je ne crois pas être contredite ici par l'équipe qui m'accompagne. Là, nous sommes en train de visiter les installations du groupe MS, qui fait quand même l'honneur de ce grand pays dans le secteur de l'industrie. C'est un groupe que le FPI a pu financer sur demande de tous les ministres qui se sont succédés lorsque nous avons été nommés au conseil d'administration en 2023. Jusqu'aujourd'hui, c'est un groupe qui nous donne une grande satisfaction et qui nous pousse même à continuer de plus en plus à se faire. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là, parce qu'il y a une nouvelle issue qui va naître, la fabrication du savon, avec le matériel Made in Congo, donc de l'huile qui sera achetée et vendue ici au Congo. Et donc ça va donner de l'emploi à ceux-là qui travaillent ces huiles, et ça va donner de l'emploi à une multitude de Congolais. Donc c'est pour nous une grande satisfaction d'être là et de visiter d'abord l'acquisition propre, l'autofinancement des promoteurs, et en retour, le FPI va donner aussi ça. Donc, à ce que je sache, les rapports à notre possession au niveau du conseil d'administration
c'est que c'est un groupe qui est fiable, c'est un groupe crédible. En termes de remboursement, c'est un groupe qui rembourse même avant les échéances. Et donc, ça nous pousse à continuer à les soutenir avec les moyens que le gouvernement a mis. Concernant le remboursement des crédits, Vicky Katoumoua n'affiche aucune inquiétude. Bien au contraire, elle est sereine, car le promoteur du projet paye ses créances avant même les échéances fixées par le FPI. De plus, ces garanties sont convaincantes. MES sollicite d'ailleurs un financement supplémentaire pour étendre ses activités et augmenter sa capacité de production. L'Institut supérieur des douanes, Accises et logistique, ISDAL en sigle, a organisé la cérémonie de collation des grades académiques à l'attention de ses lauréats. C'était le samedi 16 août dernier au centre culturel du collège Boboto dans la commune de La Gombe, ici à Kinshasa. Didi Mavambo Nombolo Pépé, reportage. Samedi 16 août 2025, centre culturel de Boboto, nous sommes là dans la commune de La Gombe. Ils sont plus de 200 lauréats qui ont terminé leur cursus supérieur à l'Institut supérieur de douane, Accises et logistique, ISDAL. Parmi eux, des licenciés de l'ancien système et ceux de LMD, ainsi que d'autres qui ont suivi la formation professionnelle et ont reçu leurs attestations professionnelles. Ils sont le premier diplômé de l'ISDAL largué sur le terrain depuis sa création il y a 5 ans. Cette institution d'enseignement supérieur privé est spécialisée en fiscalité, options douane, accises et logistique. Elle vise, entre autres, à accroître l'efficacité dans la collecte des recettes douanières. L'Institut supérieur des douanes, accises et logistique, comme vous venez de suivre, organise la section douane, les assises et la logistique. C'est-à-dire nous formons effectivement les agents capables de travailler dans des administrations douanières, comme les vérificateurs, les contrôleurs et autres. Et nous formons aussi les gens qui peuvent travailler dans des agences en douane, tout comme dans des chaînes de logistique, comme vous venez de suivre la signification de l'Institut de douane, assises et logistique. Cette cérémonie de collation de grades académiques et de remise des attestations professionnelles est le symbole de l'aboutissement d'un travail acharné et un point de départ d'une nouvelle vie active. La société attend de ses lauréats le professionnalisme, la discipline et la rigueur, car ils sont appelés à jouer un rôle crucial dans la mobilisation des recettes douanières. Nous sommes de la première promotion et nous avons réussi notre part. Je ne pense pas que nous sommes sortis tête vide. Nous avons appris tellement beaucoup de choses et j'appelle aux élèves qui viennent apprendre de recevoir leur diplôme, de venir à l'ISDAL qui se trouve précisément à la 10e rue Limité. Ils ne seront pas dessus parce que nous ne sommes pas dessus. Nous avons reçu nos diplômes avec bravoure et je vous invite à venir très nombreux à l'ISDAL. Vous ne serez jamais déçus. C'est une capacité très acceptable parce qu'ils ont été formés selon les standards recommandés. Ils sont capables de travailler dans un environnement du numérique, où le numérique est en vogue. Ils sont capables de travailler dans un environnement anticorruption. Nous pensons que cette main-d'œuvre qui vient d'être versée en date d'aujourd'hui, 16 août 2025, va effectivement accompagner le programme de la République démocratique du Congo et demain sera meilleur avec ISDAL. L'ISDAL donne des outils solides et des compétences requises spécialisées à ses étudiants. Il forme des cadres capables de donner des réponses positives en rapport avec tout ce qui se passe dans le domaine douanier et accisien et répond également aux exigences de l'économie nationale.
Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa? La réponse avec Céline Boumba, Angélani Lagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa, avec la viande de porc dont 1 kg coûte 24 500 francs congolais au marché de la Liberté, 25 500 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 25 000 francs congolais à Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg de la marque Bébé revient à 63 000 francs congolais au marché de la Liberté, 67 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Matete et 65 000 francs congolais à Gambela. Du côté légumes, une botte d'oseille appelée en lingala ngaingai coûte 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina, produite par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se vend à 31 000 francs congolais au marché de la Liberté, 33 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 32 000 francs congolais à Matete. Bouclons ces tours d'horizon des quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'orange dont un fruit se vend à 1000 francs congolais au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM au samedi 16 août 2025 sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Monitoring du taux d'échange à présent, mesdames et messieurs, sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au jeudi 14 août 2025 a affiché $1 américain à 2877,43 francs congolais, un euro à 3362,39 francs congolais, un franc CFA à 5,12 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 163,92 francs congolais au samedi 16 août 2025. Au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 le billet vert dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2890 francs congolais sur rond-point Kinmazière au centre-ville dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2900 francs congolais, 2850 francs congolais le dollar. C'est le taux observé à la fois à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, à Kolwezi dans le Lualaba et à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Au Kasaï oriental, précisément à Mbujimayi, ainsi qu'à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur, $1 américain s'obtient à 2850 francs congolais auprès des cambistes. La monnaie du pays de l'oncle Sam s'est changée à 2800 francs congolais pour $1 américain à Inongo dans les Maïndombe, à Ikela dans la Chuapa et à Mbanzangungu dans le Congo central. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ces week-ends à Goma dans la province du Nord Kivu où le billet vert se négocie présentement entre 2900 et 3000 francs congolais chez les cambistes suite à des spéculations. Pour finir, mesdames et messieurs, je vous convie à suivre ces sketchs de sensibilisation relatifs au respect des procédures concernant la garde policière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD. Population ya Congo, jeunesse nationale,
Toyaki lelo po babongisa. Bongisa Kongo ezali nguya ya population. Bakonzi bayoka na matoi. Bato a Kongo oye. Bato a Kongo oye. Congo jeunesse nationale. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Colonel? Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré des policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel trésor public? C'est un branchement, Wolok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Donc tu ne payes pas la banque? Kaka! Quelle banque? J'étais dans les besoins. Un coup de fil à un ami colonel à la ligne, Paka. La carte est là et je suis en sécurité. Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Wolok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien coup de barre avec mort d'homme, ça va la main. Ngalouf, Wolok. Notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces, et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Wolok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, $500 par policier. Preuve de paiement. Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de... $500. Alors que le taux officiel selon la loi c'est $100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Il est enroulé dans la farine. Donc, dès que je suis là, au lieu de nourrir l'État, je nourris les individus. Hein? Et tu sais quoi? Tu vas payer les pénalités pour tous les temps qu'ils t'ont gardé. Ils sont à combien? Bon, ils sont à 6. Hein? La vacation voudrait que chaque après 48 heures, une équipe rentre, une équipe sort. Alors que le nombre est toujours limité. Et c'est l'UPIHP qui détermine. Il doit me rembourser. Alors toi aussi, tu dois rembourser les policiers. En plus, tu les as gardés ici illégalement. Je dois suivre la procédure. Entrer par la grande porte parce que je ne veux pas avoir des policiers clandestins. Ah oui, hein. Sinon un jour, si les pépés ne les ramassent pas et ne les amènent en Dolo, ça sera la mission de contrôle qui va débarquer ici à l'improviste. Tu vas payer cher avec le risque de te retrouver à Makala pour détention illégale des policiers. Makala. Vous voulez la garde policière? Respectez la procédure.
bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Merci à Jocelyn Lombababa, Armen Ngoma Moussakanda et Didi Mavambo Nombo Lopepe d'avoir assumé l'édition de votre magazine Fiscalité et Développement arrivé à sa fin. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Le programme reste en continu sur votre chaîne.